nous poursuivons notre programme de révision des matières scientifiques du baccalauréat 2017 en direct et en public du studio 105 de la Maison de la Radio. Après les maths hier et avant les SVT et les sciences de l'ingénieur demain et jeudi, on attaque aujourd'hui la physique-chimie. Comment appréhender les deux parties de l'épreuve, l'examen écrit et l'évaluation des capacités expérimentales, comment gérer ces révisions de physique et de chimie. On vous dit tout pour être sûr, le moment venu, de décrocher votre épreuve de physique-chimie avec mention France Culture. Physique, chimie, mention France Culture, c'est notre programme de révision pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour optimiser vos chances de réussite et vous garantir succès, gloire et beauté en physique-chimie, tout du moins, pour le reste, vous vous débrouillerez. Nos deux réviseurs superviseurs en chef aujourd'hui sont Xavier Marianjas, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de physique pour l'Académie de Paris et professeur relais au Musée des Arts et Métiers. Nous avons le plaisir également d'accueillir Jean-Michel Courty, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Université Pierre et Marie Curie, chargé de mission pour la communication scientifique à l'Institut de physique du CNRS et chroniqueur régulier du magazine Pour la Science. Et dans le public, les élèves du lycée donc Le Corbusier à Aubervilliers qui sont accompagnés de leurs professeurs Raphaël Giromini, Valérie Louis, Sarah Lefebvre et Laurent Pascal qui ne manqueront pas les uns et les autres de questions toutes plus sournoises comme vous allez le voir. À votre endroit, vous pouvez suivre comme chaque jour l'émission sur Twitter où vous pouvez vous-même nous poser toutes vos questions, même sournoises, sur cette épreuve de physique-chimie. Nous essayerons d'y trouver une réponse en direct. Alors pour commencer, par le commencement, cette épreuve de physique-chimie, elle ressemble à quoi? Des exercices de physique et de chimie, l'un ou l'autre, ou les deux mélangés. Comment elle se présente, Jean-Michel Courty? A priori, il y a des exercices qui sont séparés. Et la physique-chimie, ça parle du monde qui nous entoure. Donc, ce qu'essayent de faire les concepteurs d'exercices, c'est souvent d'avoir un exercice qui puisse mêler physique et chimie. Mais la plupart du temps, il y a aussi des exercices qui sont vraiment typés exercices de physique ou exercices de chimie. Pur. Alors un point important, c'est que depuis la dernière réforme, ces sujets ont beaucoup évolué. La réforme qui est toute récente, qui date de 2011. Voilà, 2011. Voilà. Merci. Avant la réforme, il y avait énormément d'attention qui était fait sur la capacité à suivre des indications très précises. C'était la Baruch disait qu'on faisait presque des automates avec un jeu de mots automate MATH. Et donc on avait une discipline qui était souvent extrêmement, très abstraite, découpée, et puis avec du calcul et des formules dont on savait pas trop quoi faire. Là, avec cette réforme, l'idée, ça a été de donner beaucoup plus d'initiatives d'autonomie aux élèves, de manière à faire appel à leurs connaissances, à leur initiative. Alors, c'est vrai que c'est difficile. C'est difficile parce que alors que quand on fait des calculs automatiques, il y a une bonne réponse. En fait, actuellement, ce qu'on cherche, c'est que les élèves disent des choses justes, disent des choses intéressantes, mais il n'y a pas nécessairement une bonne réponse. Et ça, c'est ça, je pense, qui fait partie des choses qui sont les plus difficiles pour eux, parce que c'est vrai que quand on prépare, on aime bien savoir qu'est-ce qu'il faut que je sache, c'est quoi la réponse. Oui, et puis c'est juste ou c'est faux, dans un système binaire finalement assez facilement lisible. Là, on privilégie aussi beaucoup la démarche, la réflexion, c'est ça, Xavier Marianjas? Tout à fait, oui. Le bulletin officiel d'ailleurs d'octobre 2011, ça s'est mis en place après, pour l'année suivante, le nouveau bac en physique, le dit bien. Vraiment, l'esprit, c'est de former des esprits qui justement vont pouvoir transformer une information en connaissance. Donc on parle vraiment du monde qui nous entoure et on en fait une connaissance utilisable et exploitable justement en visant bien sûr le supérieur, puisque le baccalauréat est le premier la porte d'entrée vers le supérieur. Alors concrètement, l'épreuve, elle se présente comment? Il y a combien d'exercices, combien de troncs communs, combien pour la spécialité? Alors, il peut y avoir de 3 à 4 exercices. Donc évidemment, le nombre de points est aussi très divers. La spécialité a son exercice à part à la fin, et donc
régime spécifique, enfin ce qu'on appelle avant l'obligatoire qu'on appelle spécifique, a son exercice aussi à lui. La spécialité a la particularité d'avoir son exercice qui est souvent une dissertation scientifique dont on va parler, dont on parlera, et qui donc prend une forme un peu plus libre et donc avec plus de liberté de construire justement la réponse par l'élève. Donc il y a cette dissertation scientifique. Sinon tous les autres types d'exercices se ressemblent. Ils sont calés sur le même canevas. Oui, Jean-Michel Courty. Oui, on retrouve toujours un petit peu. L'idée, c'est de donner les chances aux élèves de montrer tout ce qu'ils ont pu apprendre et acquérir, et donc de pas cibler sur une chose précise, une compétence précise, mais d'un peu étalée sur tout. Donc ça veut dire qu'il y aura certaines questions qui seront des questions un petit peu de culture, il y aura des questions qui seront des questions, on le verra, d'analyse de documents, de compréhension, et puis il y aura d'autres questions qui seront des questions plus techniques où il va falloir calculer, soit faire des calculs littéraux avec des formules, soit, et ça c'est très important, je réinsisterai dessus, faire des calculs numériques pour avoir des valeurs, parce que l'objectif à la fin, quand on fait un exercice de physique, c'est quand même de pouvoir dire des choses de la réalité, et c'est au travers des chiffres et des mesures que le physicien dit cette chose de la réalité. Alors concrètement, nous projetons dans le futur, même si les lois de la relativité générale l'interdisent encore, on va quand même le faire. C'est le jour de l'épreuve, le sujet tombe sur la table. Quel doit être mon premier réflexe en tant que candidat au baccalauréat avec ce sujet? Comment est-ce que je l'appréhende? Comment est-ce que je le lis? Qu'est-ce que je fais avec ce sujet, Jean-Michel Courty? Déjà, je respire et j'aurais tendance à dire, moi, les conseils que je donne par rapport aux épreuves, que ce soit le baccalauréat, les concours, etc., c'est de ne rien écrire pendant, on va dire, au moins 10 minutes, un quart d'heure. Voilà. Faut laisser le temps au cerveau de se mettre en route. Donc, de la même manière que quand on fait un sport, les sportifs de haut niveau, ils vont pas démarrer à fond la caisse, sinon le truc c'est le claquage. Et vous n'avez pas envie de vous claquer le cerveau le jour du bac. Non, bon, indiscutablement pas. Donc, il faut commencer par le petit footing d'échauffement, puis visiter les lieux. Voilà, on dit bonjour, tiens, t'es qui, le programme, machin, ceci. Donc, en fait, de lire l'énoncé en entier, sans s'arrêter et sans se poser de questions. Le truc, c'est qu'il faut aussi faire confiance à son cerveau. C'est-à-dire que le cerveau va petit à petit engranger tout ce qu'on lit, et puis ça reviendra à un moment ou à un autre. Donc on lit l'énoncé déjà calmement, ça prend 5-10 minutes, le temps qu'il faut. Et puis après, ce qui peut être sympa, c'est d'aller se diriger vers la chose vers laquelle on est le plus à l'aise. Alors, parce qu'en fait, là encore, au niveau fonctionnement du cerveau, on est bon quand on réussit. Et donc ça veut dire qu'il faut commencer par faire les choses où on va être à l'aise, où on sait qu'on va réussir. Ça met dans une bonne forme. Et puis après, on pourra s'attacher aux choses plus difficiles. Ça met en confiance, mais c'est vraiment crucial. Xavier Marlanjas, vos conseils quand on reçoit le sujet, quels sont les premiers comportements à avoir avec cette copie? Je suis parfaitement d'accord avec cette idée. Il faut vraiment regarder l'ensemble du sujet, lire les différents documents, et puis il faut aussi regarder un petit peu les points. Il faut être aussi assez tactique, stratégique, et voir effectivement quel va être l'exercice qui va me rapporter le plus de points, et donc regarder un petit peu aussi. Effectivement, je suis parfaitement d'accord avec cette idée. On peut faire l'exercice dans l'ordre que l'on souhaite. On peut commencer par celui effectivement qui va nous rassurer, voilà, dans un premier temps, pour pouvoir ensuite passer à des choses un peu plus, on est peut-être un peu moins à l'aise. Ça vaut pas le coup pour poser le schéma inverse de commencer par le plus difficile, parce que finalement le plus difficile c'est celui qui va nous prendre le plus de temps, et ensuite le reste, on sait que ces exercices-là on peut les faire de manière plus rapide, donc plutôt que de prendre le risque de terminer par le plus difficile, de pas avoir le temps de conclure. Non, surtout pas. Surtout pas. La première qualité d'une chose est d'exister. Donc, faisons ce avec qu'on est à l'aise, ce avec qu'on est bien. Et ça veut dire que quand on abordera l'exercice difficile, à ce moment-là, on sera dans des bonnes conditions et on pourra se permettre de passer du temps. Alors, là encore, en plus, on voit que le barème et les points, ça dépend aussi beaucoup de ce qu'ont fait les candidats. D'accord ? Et donc, ce qui est un peu paradoxal, c'est que les questions très difficiles, finalement, en général, ça rapporte pas beaucoup. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de candidats qui les ont faites. Et donc, si on veut avoir un sujet qui soit... L'idée, c'est que les notes, ce soient représentatives de la qualité de l'ensemble des candidats. Et donc, s'il y a une question que personne n'a faite, à la fin, il y aura très peu de points dessus. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est bien faire ce qu'on sait faire.
Comment est-ce que on organise bien son temps de travail au cours de cette épreuve? Est-ce qu'il y a un moment donné où il faut se dire oulala, je passe pas plus de 45 minutes, c'est le temps maximum sur un exercice? Est-ce qu'il faut absolument se garder un temps à 10 minutes de la fin de l'épreuve pour être sûr de tout relire, ce qui semble une évidence, mais ce qui est parfois compliqué dans le stress de l'examen réel? Comment est-ce qu'on gère bien son temps d'épreuve, Xavier Marlonjas? Effectivement, il faut regarder en fait, à mon sens, le nombre de points, comment est coté l'exercice, et répartir le temps entre ces différents. En fait, s'il y a par exemple 8 points sur un exercice, il faut calculer un petit peu le temps qu'il faut que je consacre à cet exercice-là, parce que ça veut dire que il a été conçu justement pour qu'il prenne telle durée. Donc, faire justement dans ces quelques minutes de démarrage, de 10 minutes, un quart d'heure de démarrage, son planning en fait d'attaque pour l'épreuve, et avec justement des horaires et une montre, voilà, pour se dire à tel moment, faut que je passe à l'autre exercice parce que sinon j'aurais pas le temps de faire ce qui est prévu. Et ensuite, même sur les exercices avec lesquels on est très mal à l'aise, il faut au moins, à mon avis, passer 20 minutes sur chaque exercice. Donc même si un exercice, vous vous dites ça, alors là, ça le truc, j'ai fait l'impasse, c'est machin, c'est la cata. Non, vous passez 20 minutes dessus parce que, je veux dire, si on lit l'énoncé, il y a toujours des choses intéressantes, intelligentes à faire, quelques points à récupérer. Et pour ça, il faut quand même passer le temps. C'est pas en 5 minutes. Je veux dire, c'est pas en 5 minutes qu'on va répondre aux questions. Donc, une vingtaine de minutes, je pense que, voilà, c'est le bon truc. On reverra après en détail sur les exercices. Qu'est-ce que concrètement on peut vraiment faire. Mais ça vaut vraiment le coup. Une autre question qui est un peu la conséquence ou le corollaire de cette gestion du temps, c'est la question du brouillon et du propre. À quel moment, qu'est-ce que je mets dans mon brouillon? Qu'est-ce que je mets dans le propre? Est-ce que je commence à rédiger sur mon brouillon, par exemple? Xavier Marlonjas. Alors, c'est sûr que faire les calculs, il vaut mieux quand même les faire au brouillon au départ, et s'assurer justement qu'on arrive au résultat sur son brouillon. Après, la rédaction, elle peut se faire en direct et inclure son calcul dans la rédaction. Mais le calcul au départ sur feuille de brouillon. Jean-Michel Courty. Ouais, ce que j'aimerais, c'est que à un moment donné, les candidats, là, vous êtes super stressés, il y a l'épreuve qui arrive, mais que vous preniez un moment pour avoir une petite pensée pour les correcteurs. Voilà. Parce que non, mais c'est très important, parce qu'une fois que vous passez l'épreuve, hein, je veux dire, c'est pas des machines qui corrigent vos copies. Hein, ce sont des gens, des gens comme vous et moi, qui ont, alors bon, comme vous, non, après, bon, mais comme vous dans le futur, plus tard, hein, voilà. mais en tout cas, qui ont une vie, qui vont passer, qui ont beaucoup de copies à lire en un temps limité. Et donc, imaginez, il fait chaud, il y a Roland Garros et tout qu'on aimerait bien pouvoir regarder. Alors vous pouvez regarder Roland Garros parce que les épreuves sont finies. Et quoi. Alors je sais plus si Roland Garros c'est terminé. C'est Wimbledon, c'est je sais pas quoi. Oui, il y a le Tour de France et voilà. Mais enfin voilà, donc il y a plein d'autres choses intéressantes à faire. Il fait beau. Et vous imaginez qu'on arrive, il y a le tas de copies, puis on en est au 4e jour, à la 8e heure de correction. Voilà, on n'est pas forcément dans un état super frais. Et donc faciliter la vie à votre correcteur. Voilà. Donc c'est pour ça que ça vaut le coup de faire un brouillon, parce que quand il n'y a pas du tout de brouillon, en général, va y avoir les premiers trucs, ça va être rayé, ça va être quelque chose comme ça, vous ouvrez la copie, c'est machin, imaginez. Oh non et tout. Alors après, dire nous les correcteurs, on est là pour noter ce qu'il y a de positif dans la copie. Hein. On n'est pas là pour parce que si on voulait flinguer, si on voulait dézinguer, je peux te dire que vous auriez tous 2 ou 3. Hein. Donc non mais sincèrement, il y a des idées du correcteur qui va se saquer, qui va tout. Sincèrement, moi j'ai fait passer des oraux, j'ai corrigé des copies, c'est à l'université. Sincèrement, si on veut saquer, c'est trop facile. Je veux dire, vous me donnez n'importe quelle copie de bac et je peux vous donner pourquoi il faut dire 2 et pas plus. D'accord ? Donc c'est pas le cas. On n'est pas dans cet état d'esprit. On est vraiment dans l'idée de se dire, voilà, qu'est-ce qu'ils ont fait de bien, qu'est-ce qu'ils ont fait, etc. Eh ben, aidez-nous à trouver ce qu'il y a de bien dans votre copie. Voilà. Parce que à un moment donné, on cherche, on est de bonne volonté, mais quand on a passé 3-4 jours à corriger des copies, que c'est en fin de journée, à un moment donné, on est épuisé. On va plus trop aller chercher. Donc, vous encadrez les résultats, vous faites un truc bien propre et tout. Et je peux vous dire que si vous êtes dans la fin du paquet de copies, eh ben, vous remontez votre moyenne. Et puis, des schémas qui sont pas dans un timbre-poste, des choses un peu lisibles, avec effectivement des couleurs, tout ça en essayant d'être bien écrit et lisible. Effectivement,
effectivement, ça aide beaucoup. Une question, si par exemple, au cours d'un exercice, j'ai l'impression que tout se passe bien, et puis je me rends compte, alors que j'ai déjà passé beaucoup de temps, que j'ai fait fausse route. Est-ce que je ne réponds pas, je laisse en blanc? Est-ce que je commence à mettre mes éléments de réflexion tout en indiquant que j'ai conscience à un moment donné d'avoir fait fausse route? Est-ce qu'il peut y avoir des points accordés à cette démarche, en tout cas à cette ébauche de démarche, même si le résultat est incorrect? Xavier Margeras. Alors c'est vrai que effectivement, il y a une personne humaine derrière la copie. Donc, il faut pas forcément écrire, écrire sa vie. Voilà, on va pas dire tout ce qui s'est passé, je me suis trompé, etc. Mais il faut quand même peut-être arriver au résultat. On sait que c'est faux. Il n'est pas interdit de dire ça me paraît peu probable. Voilà, il faut pas s'étaler non plus. Mais par contre, avoir disant et ça, en fait, il va y avoir après peut-être pas des points, mais en tout cas une bienveillance de la part du correcteur. Ça dépend en fait comment est notée la question. Ça dépend le nombre de points qu'il y a sur la question. Et puis il y a aussi une chose, c'est que lorsque, je vous dis un petit secret de la correction, lorsqu'on est en train de corriger en fait le bac, au fur et à mesure de la correction, en fait on a des messages qui arrivent en fait pour peut-être des modifications de barème, des petits ajustements en fait qui se font sur la France entière en temps réel auprès de tous les correcteurs pour que l'on puisse harmoniser ça au niveau de la France, parce qu'en fait on a une réaction par rapport à un sujet de la part des élèves, et donc il y a une adaptation du barème. Et si effectivement si tout le monde s'est planté sur une question, mais par contre on va mettre peut-être des points sur la démarche alors que c'était pas prévu au départ, mais peut-être que ça peut arriver en cours de correction. Est-ce qu'il y a quelques conseils à garder? Oui, Jean-Michel Corti sur cette question. Oui. Le fait de dire oui, je pense que c'est faux, c'est bien, mais si en plus on dit pourquoi on a l'impression que c'est faux, je veux dire, le sentiment, ça c'est super important. Parce que moi je vois quand j'ai une copie machin, j'ai le résultat, je trouve machin, ouais mais ça doit être faux. Ouais, ok, so what? Si on dit c'est faux parce que je sais que le bon ordre de grandeur, ça devrait être plutôt ça, parce que, etc. Là, il y a de l'information positive. Quelques éléments de contextualisation. Mais voilà, faut un peu d'éléments, parce que juste le truc, quand le candidat il dit c'est faux, refais alors. Est-ce qu'il y a quelques conseils à garder en mémoire spécifiques à l'épreuve de physique-chimie? Je pense par exemple à toujours mettre les unités à côté des résultats, enfin, des petites choses qu'il faut surtout jamais oublier parce que ça fait perdre des points bêtement, inutilement. Xavier Margeras. Pas d'unité, pas de points. Donc ça c'est vraiment, et puis il y a rien de mieux pour mettre en colère le correcteur justement sur cette absence d'unité ou des unités qui sont fausses. Ça vraiment c'est des erreurs, mais vraiment absolument à bannir, et qui sont très très simples à bannir. Donc vraiment faire attention à ça. Maintenant il faut aussi faire attention à une chose, c'est les confusions extrêmement grossières entre masse et poids, par exemple, quand on veut expliquer certaines choses, il faut faire très très attention. Il y a des sujets épineux, sur lesquels il faut être. Si on a bien travaillé ça en amont, et si on s'est fait taper sur les doigts par son professeur de physique durant les années précédentes, normalement le jour J, on fait pas cette erreur-là. Je pense par exemple aussi à réutiliser bien les mêmes notations que dans l'énoncé. Si on utilise d'autres types de notations, bien les expliquer, les préciser. Oui, puis alors un point c'est sur les calculs numériques. Je vais pas arrêter d'en parler parce qu'il y a plein de points à gratter là-dessus. Quand on fait des calculs numériques, on met pas tous les chiffres. On met le nombre de chiffres qui est pertinent par rapport à la situation. Donc il y a pas de règle absolue, mais ça, quand vous faites ça, ça montre au correcteur que vous avez un certain recul par rapport à ce que vous faites. Les chiffres significatifs. Les chiffres significatifs. Ce qui est important, c'est que vous montrez que vous comprenez ce que vous êtes en train de faire. Et donc le fait que vous avez décidé, que vous avez choisi de mettre un nombre limité de chiffres, ça montre que il y a quelqu'un derrière la copie, et que c'est pas juste blablabla, je recopie tout ce qu'il y a sur mon écran et puis il fera bien ce qu'il veut avec. Un autre point qui est peut-être qui revient souvent dans les questions des candidats et des lycéens, c'est quelle est la part de rédaction. Il faut en dire, mais pas trop. Il faut réexpliquer un peu, mais il faut pas faire non plus des paragraphes interminables. Comment est-ce qu'on arrive à jauger ça, Jean-Michel Corti? Faut penser qu'il y a quelqu'un qui est en train de vous lire et que ce quelqu'un n'est pas omniscient. Et en fait, le conseil que j'aurais tendance à donner, alors là, c'est plutôt sur la question de la préparation, c'est en fait de vous lire entre vous. Je veux dire, en fait, quand on écrit pour un alors pas à l'épreuve, sinon ça s'appelle copier. C'est puni. Mais avant, c'est-à-dire que le truc, c'est que quand on écrit pour un prof, c'est une sorte d'entité qu'on sait pas trop, qui est omnipotent. Alors on écrit n'importe quoi, on pense qu'il va pouvoir comprendre, etc. Enfin, on n'est pas dans la tête d'un prof. Donc, quand vous écrivez quelque chose que vous voulez expliquer, pensez plutôt que vous écrivez pour votre copain.
Voilà. Et donc, donner les informations qui seraient nécessaires à votre copain pour comprendre la question. Et ça, vous pouvez le faire quand vous vous préparez. C'est-à-dire quand vous vous préparez, vous faites les exos et vous faites corriger, vous faites lire à vos potes et vous leur demandez qu'est-ce que t'en penses, t'as compris, t'as pas compris. Et ça, moi à l'université, on travaille énormément sur ce qu'on appelle la correction par les pairs. Le fait pour les étudiants, comme on a beaucoup d'étudiants, et en fait c'est d'une efficacité redoutable. Parce que vous le savez vous-même ce qui est compréhensible ou pas. Alors c'est difficile de le voir sur soi, mais si on vous donne la copie d'un copain, vous saurez très bien dire si c'est clair ou si c'est pas clair. J'aimerais qu'on dise un mot et puis on va prendre des questions des lycéens ici présents. Un mot sur l'analyse de documents. C'est un autre type d'exercice. Comment est-ce qu'il faut l'aborder? Est-ce qu'il y a des trucs en particulier? Parce qu'en général, c'est des énoncés très succincts avec des documents afférents. Comment est-ce qu'on aborde cet exercice-là particulier, Xavier Marlianjas? Alors c'est vrai que les documents peuvent prendre des formes extrêmement diverses. On peut avoir des textes de vulgarisation, donc extraits de magazines scientifiques par exemple, des textes qui peuvent être aussi des textes scientifiques, des textes en français mais qui peuvent être aussi en anglais, des tableaux de données, des graphiques, des extractions donc de signaux délivrés par des capteurs. Donc on peut avoir en fait moult documents différents. Il faut prendre le temps, même si le document est simple, de bien le regarder si c'est un graphique, de bien l'analyser, de prendre un peu de temps dessus, de bien essayer de comprendre pourquoi il est là. Il n'y a pas de piège. Ce qui est donné là, si on a travaillé pendant l'année, qu'on a vu des choses dans ce type-là, on voit où on veut nous mener avec. Il n'y a pas de document normalement trop en surplus. Tout ce qui est là doit être utilisé. Tous les documents sont là. C'est-à-dire, on peut pas se dire celui-là finalement il me sert à rien. Je vais me débrouiller avec. Normalement, il est là. Non, il n'y a pas de piège. Et puis après, par contre, on fait appel à ses connaissances pour aller au-delà de ce qui est là. Mais normalement, tout est là. Mais en même temps, faut pas trop se casser la tête à essayer d'imaginer pourquoi la personne elle l'a mis là, parce que si, parce que ça. Je veux dire, faut faire le truc, faut rester basique. Je fais mon exercice. Et puis si le document il sert pas, il sert pas. Voilà, c'est tout. Mais faut pas. Non, mais le truc, c'est qu'à un moment donné, on n'est plus en train de faire un exercice de physique, on est en train de faire un esprit où on essayait de se mettre dans la tête de celui qui a conçu le sujet pour savoir de pourquoi qui m'a mis ça, parce que c'est pour que je dise ci, parce que... Non, c'est trop compliqué. Et puis c'est de la télépathie, ça existe que dans les films de science-fiction jusqu'à présent. Une question. Bonjour jeune homme. Bonjour, je m'appelle Tarek. Bonjour je Tarek. voulais savoir si, lors du bac de physique, il y aurait que des questions qui nécessiteraient de la réflexion, ou alors il y aurait aussi des questions qui, en fait, ce sera que des calculs, une question de connaissances. De connaissances, calcul. Alors, Xavier Marlianjas. Alors, il y a des questions qui peuvent être extrêmement brèves. Alors c'est pas où il faut restituer la question, c'est est-ce qu'il faut juste restituer un élément d'un cours? Non, voilà. Non, il y a pas de question, il y a pas de question type par cœur. Non, il y a absolument rien à faire par cœur. Par contre, il faut et des questions peuvent être extrêmement brèves sur un calcul bref, etc. Mais et qui ressemblent fortement à une application de cours. Mais on le verra là dans les exemples, c'est-à-dire qu'en même temps, il y a certaines questions où il y a des choses qu'il faut savoir. Du cours qui ont été faites dans l'année, et à ce moment-là, ça vaut le coup de le dire. Et c'est en ça que je disais que ça vaut le coup de passer du temps sur des exercices, à la fin sur chaque exercice, parce qu'en fait, même sur des exercices, on n'est pas super à l'aise. Il y a toujours quelque chose, des choses dont on se rappelle, qu'on sait, et donc ça vaut le coup de le dire. Donc il y a la question de réflexion, il y a aussi de la question de calcul. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi des choses, à un moment donné, il y a des questions où il faut faire. Voilà. Et voilà. Et donc l'objectif, quand même, quand on conçoit les sujets, c'est d'essayer de faire appel à toute la gamme de compétences qu'on a essayé de vous apprendre pendant l'année. Une autre question. Bonjour, je m'appelle Youssef. Bonjour Youssef. Et en fait, je voudrais poser une question. C'est est-ce que en fait le niveau de difficulté de l'épreuve commune de physique-chimie, elle est différente par rapport à l'exercice de spé physique qu'il y aura au bac? Et si oui, en fait, le barème de celui-ci, est-ce qu'il sera différent des autres exercices ou pas? Xavier Marlianjas. Il n'y a pas l'exercice est différent, mais il n'y a pas de la difficulté est du même niveau.
L'aspect est pas plus difficile, c'est juste qu'elle aborde un aspect du programme qui a été abordé en SP, et là, il y a pas une question de niveau de difficulté. La forme peut être un peu différente. Ouais, c'est une philosophie qui est différente. C'est-à-dire que c'est un exercice où vous allez être beaucoup plus laissé à vous-même. Il y aura pas forcément beaucoup de sous-questions qui vont dire petit A, petit B, petit C pour la spécialité. C'est à vous de découper le problème en sous-problèmes. C'est essentiellement ça la différence. Oui, Xavier. Voilà, en spécialité, il y a cette fameuse dissertation scientifique un petit peu, vous avez plus de liberté pour construire les choses. Donc en fait, vous êtes entraîné à ça pendant l'année, hein. Mais du coup, la forme est un petit peu différente. Alors, ça peut paraître peut-être un petit peu plus difficile, parce que c'est nouveau, mais c'est en fait pas plus difficile. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Love Potion Number 9 des Coasters, c'est le choix musical de notre réalisatrice Elisabeth Miro, puisqu'on fait un peu de chimie mais aussi de la physique. Ce sont les deux matières que nous révisons tout au cours de cette heure dans le cadre de la semaine France Culture, le bac mention France Culture. Vous pouvez nous suivre, vous pouvez nous poser vous aussi vos questions sur le programme, sur les révisions en physique-chimie, sur le fil Twitter de l'émission @la méthode FC. Nous révisons avec Xavier Marlianjas qui est professeur de physique à l'Académie de Paris et Jean-Michel Courty qui est professeur lui à l'université Pierre et Marie Curie. On va maintenant aborder un peu la question des différents secteurs du programme, de ceux qui peuvent poser peut-être un peu plus de problèmes que d'autres. Et du coup, j'aimerais pour commencer l'avis de Sarah Lefebvre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc prof de physique au lycée Le Corbusier à Aubervilliers, dont les élèves sont ici dans la salle. Quel est, selon vous, le ou les points qui ont posé le plus de problèmes aux lycéens pendant l'année ? Alors, ce ne serait pas forcément des points particuliers du programme. Je parlerai plutôt de choses qu'on a déjà dites, en fait, qui seraient plutôt de l'ordre de la méthode, plus que de certains chapitres en particulier. Donc déjà, ce que j'ai pu remarquer là au cours de l'année, c'est que certains élèves ont une difficulté à vraiment lire correctement un sujet et donc peuvent passer à côté de pas mal de choses qui sont vraiment dites en fait, qui sont données même des fois sous forme de cadeaux et donc c'est dommage. À côté de ça, aussi certains pourraient avoir une réflexion peut-être un peu trop scolaire, ce qui pourrait être un peu paradoxal, mais partir tête baissée pour répondre à une question en utilisant la méthode qu'on a vue dans le cours, mais
sans se rendre compte qu'en fait, il y a une subtilité un peu différente par rapport au cours qui pourrait rendre l'exercice un peu plus facile ou un petit peu plus dur, l'un ou l'autre, mais que du coup, l'élève peut manquer parce qu'il va partir directement, exactement comme dans le cours. Qui va appliquer le calque qui a été appris pendant l'année sans regarder un peu plus large et un peu au-delà dans l'énoncé parfois du problème. Oui, c'est tout à fait ça. Et aussi, parfois, une difficulté à trouver un juste milieu dans la justification des résultats. Soit m'en dire trop, donc j'ai des tartines et voilà, c'est joli. La question de la rédaction qu'on posait tout à l'heure, oui. Soit m'en dire pas assez, et donc des fois je me demande si le résultat n'a pas été donné au hasard, ou voilà, si c'est pas assez justifié, on peut pas trop savoir dire, et évidemment aussi quelque chose qui peut rendre fou n'importe quel professeur de physique, l'oubli des unités. Et là, l'oubli des unités, on ne leur dira jamais assez en physique, toujours mettre les unités. Donc finalement, des problèmes de méthode avant tout. Donc qu'est-ce qu'on pourrait donner comme truc comme astuce, comme conseil aux lycéens qui vont passer leur bac de physique-chimie, et même aux lycéens de première, pour bien s'imprégner de ces énoncés, pour pas les lire en diagonale et avoir l'impression que on a compris à la louche quels sont les enjeux, et comme vient de le dire Sarah Lefebvre, finalement on manque des indices, on manque des subtilités dans ces énoncés. Xavier Marliangès. Alors ça s'apprend, ces choses-là, et ça s'apprend dès le début de la première. Même avant, on pourrait même remonter jusqu'en sixième, mais disons que là, ce qu'on a fait le choix de faire cette section scientifique, on fait le choix de ce bac scientifique à la fin, et il faut, c'est vrai que la période de révision, elle commence 2 mois avant le bac, mais en fait, c'est l'accélération qui est à ce moment-là. Tout commence déjà dans la méthode, dans la démarche, déjà en première, et puis évidemment ensuite en terminale. Donc il faut vraiment prendre ces exercices, avoir une méthode de résolution d'exercices, prendre cette habitude, ce rythme depuis le début, depuis la première. Moi, j'aime bien dire à mes étudiants que c'est bien que les révisions, ce soit des révisions. Et qui dit révision suppose qu'avant, il y a eu une vision. Voilà. Donc, pas découvrir un sujet, voilà. une semaine. Ensuite, sur la question des sujets, moi, sur ces questions-là, moi, je pense que ça vaut vraiment, la question du travail en groupe peut vraiment aider. C'est-à-dire, l'idée, ça peut être de prendre des sujets de bac et de se mettre, et puis il y a 2 équipes face à face, et il y a une équipe qui travaille sur un sujet, l'autre équipe qui travaille sur l'autre, et l'objectif déjà de la première équipe, avant de chercher à résoudre, c'est d'expliquer le sujet aux autres. Voilà. C'est, de raconter, de résumer. Vous racontez le sujet aux autres. Ce qui permet de mémoriser. Vous êtes comme ça, comme on va faire. C'est-à-dire, on va dire, tiens, alors là, le sujet, c'est les 3 records de machin. Alors, ça commence par un texte qui explique ça, etc. On va le faire tout à l'heure, donc ne dévoilez pas. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le fait ça peut être un moyen de s'entraîner. Et sinon, un point qui est important d'aborder, c'est la question des calculs numériques. J'y reviens. Les chiffres, c'est important. C'est important si les calculs sont justes. Et alors, on a souvent l'impression qu'avec la calculatrice, comme c'est mécanique, ça vient tout seul. En fait, moi, je fais des fois des tests avec mes étudiants et je mets à peu près 4 à 5 fois moins de temps que eux pour le faire. Alors, ok, je suis un prof, je suis entraîné, mais en même temps, quand ils s'y mettent et qu'ils s'entraînent, ils gagnent. Alors à la fin, ils gagnent en vitesse. Alors après, ils vont faire quoi? Juste 2 fois plus vite que moi. Le truc, c'est que il faut vous entraîner, passer du temps avec votre calculatrice. Vous prenez des applications numériques avec 2-3 multiplications divisées par une multiplication en dessous. Vous écrivez ça au tableau et puis vous mettez tous top chrono. Et puis lequel est le premier à réussir, vous notez votre résultat. Après, alors des fois il y en a qui vous obtiendrez pas le même résultat que tous. Et on s'entraîne et on le refait. Moi là encore je fais ça à mes étudiants. Je fais ça quand je prépare les futurs enseignants pour la prépa CAPES. Je leur fais faire des séances comme ça de les commando. Olympiades du calcul mental. Olympiade du calcul. Non, calcul, la calculatrice. Ah oui, d'accord. Et voilà. Et moi, quand j'ai passé les concours, quand j'ai passé le bac, j'ai passé beaucoup de temps à apprendre à faire des multiplications rapidement et justes avec ma calculatrice. Et avec ça, comme il y a beaucoup de calculs numériques dedans, si au lieu de prendre 10 minutes pour faire un calcul, vous prenez 5 minutes et qu'il y a 5 calculs, ça vous fait gagner 5 fois 5 minutes, ça vous fait gagner 25 minutes sur l'épreuve. Oui, ce qui d'un seul coup, ça veut dire que, quand un professeur, et ça d'expérience on le sait, fait un calcul en direct au tableau et qu'il faut calculer à la calculatrice, au lieu d'attendre que le résultat tombe, on le fait, tout le monde le fait
en direct. Il y a extrêmement peu d'élèves qui calculent en direct ce qu'on est en train de faire. Nous, on a le résultat, nous, on sait le faire, mais il faut s'entraîner au fur et à mesure. Il y a aussi la possibilité, certains établissements le proposent, de faire des séances d'entraînement, des séances de soutien scolaire. Et là, il faut pas hésiter, il faut y aller. Et c'est dans ces lieux-là où on est un plus petit groupe, où on peut effectivement s'entraîner à expliquer aux autres. Et c'est en s'étant trompé dans ces séances-là qu'on peut aussi apprendre. Et oui. Ces calculs à la calculatrice rapide, c'est un peu comme le tennisman quand il fait du mur ou des trucs comme ça. Je veux dire, à un moment donné, on s'entraîne sur des trucs mécaniques, mais faites le compte, hein. Vous gagnez pratiquement presque une demi-heure sur l'épreuve si vous vous êtes entraîné. C'est considérable. On va parler quand même de quelques points qui peuvent poser problème dans le programme. On voit qu'il y a beaucoup d'étudiants, de candidats, de lycéens qui se plaignent des chapitres de mécanique qui sont, selon eux, difficiles et techniques. Comment faire pour mieux appréhender cette partie mécanique qui semble résister à un certain nombre d'étudiants, Xavier Marlian-Jass? C'est vrai que la partie mécanique, c'est un petit peu la partie la plus mathématique, la plus un peu calculatoire. Mais en même temps, disons que sur cette partie-là, je crois que c'est là où il y a peut-être le moins de pièges. C'est-à-dire que il faut s'entraîner, il faut l'avoir fait, refait, et quand on a bien compris comment ça fonctionne, qu'on a la méthode, il n'y a pas de raison que le jour J on s'en saute pas. Et là, il faut gratter du papier, et là, il faut que les feuilles de brouillon s'empilent sur son bureau. Voilà que ce qui peut être aussi pas mal, c'est qu'au cours de l'année, quand on fait ses révisions, ses exercices, toutes les feuilles de brouillon sur lesquelles on a gratté du papier, on les laisse sur le coin du bureau et on voit le travail qu'on a fourni au cours de l'année. Donc, il s'empile au coin du bureau et ça montre qu'on a fait quand même quelque chose au cours de l'année. Et après le bac, on fait un grand feu de joie. C'est ça. Pour la Saint-Jean. Pour rassurer, effectivement, la mécanique, ce n'est pas facile. En même temps, c'est ce qui est le plus stéréotypé. C'est ce qu'il disait, c'est-à-dire qu'en même temps, il n'y a rien qui ressemble plus à un exercice de mécanique qu'un autre exercice de mécanique. Donc c'est pour ça que si on en a fait suffisamment, il y a beaucoup de chances qu'on retombe sur quelque chose qu'on a déjà fait. La mécanique, c'est compliqué pour vous? Oui, non? A priori, comme ça, à main levée, qui a du problème avec la mécanique? Ah bon, ça va. Non, finalement, ça n'a pas l'air d'être trop compliqué. D'autres choses, par exemple, on lit aussi beaucoup de critiques sur la difficulté de lire des spectres en chimie, notamment de spectres infrarouges, des RMN. Il faut remonter les manches, il faut retrousser les manches et y retourner, parce que sinon, on risque vraiment de passer à côté d'une partie de l'épreuve. C'est pareil, il y a pas de piège non plus. Il faut avoir bien fait cet exercice pendant l'année et on reconnaît les choses après assez facilement. Là c'est vraiment de la méthode, vraiment de la méthode. Donc là il faut l'avoir bien comprise. Donc si on n'a pas compris pendant l'année, qu'on a coincé à un point, il faut reposer la question jusqu'à ce qu'on ait compris. Et quand c'est compris cette méthode-là, il n'y a pas de raison qu'il y ait de problème. Sarah Lefebvre, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, juste qu'en fait, là, on est en train d'avertir nos élèves plutôt sur des chapitres qu'ils feront l'année prochaine et qui ne sont pas forcément vus en première S. C'est pour ça qu'il n'y a pas forcément de réaction. De blocage sur la mécanique. Mais on fait un peu de mécanique en première S quand même, non? Peut-être en SI, voilà, je parle de la physique chimique. Okay. Un mot aussi, et puis on va passer aux exercices. Sur Internet circulent toujours des pronostics sur les sujets qui vont tomber. Est-ce qu'il faut les prendre en compte? Est-ce qu'il faut renforcer les révisions sur les matières qui risquent de tomber? Ou est-ce qu'il faut juste tout réviser de manière égale pour être absolument sûr de pouvoir pallier à pallier toutes les situations? Qu'en pensez-vous, Xavier Marlian-Jass? Ne pas faire d'impasse. On dit toujours ça, tout le monde dit tout ça depuis tout le temps. Ne pas faire d'impasse. Il y a tous les ans, nos élèves nous disent qu'est-ce que vous pronostiquez pour cette année. Alors nous, on se dit cette année, Thomas Pesquet est dans l'espace, ça va tomber là-dessus. Non, ça c'est gratuit. On dit surtout, on ne sait pas, on n'en sait absolument rien. Donc évidemment, s'il y a un sujet de mécanique là-dessus, ça pourrait être avec cette thématique-là, cette accroche entre guillemets. Ça accroche la qualité, oui. Voilà. Ouais, après, faut pas partir. En fait, il est monté en l'air avant que les sujets commencent à être conçus. Donc c'est quand on regarde le calendrier, les idées de sujets, ils sont proposés vers le mois de septembre. Donc en fait, il y a en plus du décalage avec l'actu. C'est ça. Alors on va remonter les manches et mettre un peu les mains dans le cambouis avec deux exemples d'épreuves. On commence par une épreuve qui a été proposée au bac en métropole en 2015 sur le saut. Je ne sais pas si vous vous souvenez du saut de Félix Baumgartner depuis l'espace. Pourquoi est-ce que c'est selon vous, Jean-Michel Courty,
un exercice type, outre le fait qu'il soit évidemment extrait d'un article que vous avez écrit dans le magazine pour la science, dont on va mettre le lien sur le fil Twitter de l'émission? En fait, ce qui est super avec ce saut, c'est qu'il y a plein de choses de physique différentes qui vont se passer. L'objectif, comme je l'ai dit, c'est un peu de tester tous azimuts les élèves. Et dans ce saut, on a de la poussée d'Archimède, on a de la dynamique, on a de la statique, on a des forces, on a de la lecture. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est toute la diversité de ce qu'on peut faire sur un seul exercice. Alors prenons-le à bras le corps cet exercice. Comment est-ce qu'on peut le travailler? Quelles sont les différentes connaissances auxquelles il fait appel? Alors, cet exercice est en deux parties. Une première partie sur l'ascension en ballon, et puis une deuxième partie sur le saut, sur la chute. Mm-hmm. Donc, pour les auditeurs qui n'ont pas le sujet sous les yeux, on va le mettre sur le fil Twitter de l'émission, donc ils peuvent aller regarder sur Twitter au cas où. En gros, sur la première page, on a deux petits textes. Mm-hmm. Ensuite, on a deux graphiques. Un graphique avec la vitesse de Félix en fonction du temps, et puis un avec son altitude en fonction du temps. Et puis, il y a un certain nombre de données avec quelques formules et quelques données numériques. Donc, au début, des questions générales. Indiquer la force qui est responsable de l'ascension du ballon. Voilà, c'est la poussée d'Archimède. Voilà. Faire le bilan des forces qui s'exercent sur le système, ballon équipage juste après le décollage, en négligeant les forces de frottement. Illustrer ce bilan des forces par un schéma, sans souci d'échelle, mais cohérent avec la situation physique. Alors ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que là, on le dit, il est dit dans l'énoncé de faire un schéma. Ça, moi, c'est quelque chose que je dirais qu'en fait, il faut faire systématiquement, que ce soit demandé ou pas. Et notamment, par exemple, sur les exercices de spécialité, où alors là, il n'y a rien. Donc, dans les méthodes, quand on reprend la méthodologie pour les étudiants universitaires, en gros, petit 1, quelle que soit la situation, on commence par faire un schéma. Et ensuite, ce schéma, c'est pas juste un petit dessin pour faire joli. C'est quelque chose qui va être utile. Donc, ça veut dire qu'au fur et à mesure, sur ce schéma, qui va être déjà au brouillon, on va rajouter des informations qui vont permettre de résoudre le problème. Et là, il faut repréciser, pareil sur ces schémas, pas sur un timbre-poste, prendre une page entière, format paysage, éventuellement une demi-page. Mais en tout cas, un schéma qui soit lisible, pas avec des petits mots griffonnés à droite à gauche. C'est important par rapport à ce que nous disions tout à l'heure pour les correcteurs. Quand on tombe sur un schéma qui est totalement illisible, finalement, ça fait plus de mal que de bien. Donc, il est important, si on s'inclut et si on met du schéma, de faire très attention à ce qu'il soit vraiment lisible et propre, Xavier Marie-Angèle. Et puis il faut bien penser, pour un exercice de mécanique, on définit le système et on définit le référentiel. C'est pas dit dans l'énoncé, mais il faut le faire systématiquement. Système, référentiel, bilan des forces, schéma. Ça, c'est des choses qui, si elles ne sont pas là, c'est qu'on n'a pas bien travaillé. Et si elles sont là, comme c'est le début, là, si c'est le premier exercice qui est fait dans l'ordre, ça met l'examinateur de bonne humeur. Exactement. Voilà. Et c'est important, un examinateur de bonne humeur, parce que en début de copie, c'est un peu la prise de connaissance avec le candidat. Et puis après, à la dernière page, on va corriger les questions en fonction de ce qui était fait au début. Donc si ce qu'au début c'était clair et qu'à la fin la personne allait vite, on va plutôt penser que ce qu'il a fait, c'est parce qu'il savait ce qu'il faisait. Si le début c'était pas clair, on va plutôt penser qu'il a écrit au hasard. Donc le début de la copie, c'est vraiment important. C'est pour ça qu'il faut faire les trucs aussi qu'on aime bien et faciles au début. C'est aussi, voilà. Alors ensuite, en utilisant les données vérifiées par le calcul que le ballon peut décoller, vous voyez déjà une première application numérique. Ça veut dire qu'il faut calculer la poussée d'Archimède sur le ballon. Et donc, ça veut dire qu'il faut calculer le poids de l'air déplacé par le ballon. Et ce poids d'air déplacé doit pouvoir soulever quelque chose de 3 tonnes. Ça veut dire qu'il faut que le ballon déplace au moins 3 tonnes d'air. Alors, avant le début de l'émission, on avait posé une petite question aux lycéens. On va voir s'ils ont réfléchi. À votre avis, il y a combien d'air dans cette pièce? Ah, on a une réponse ici. Bonjour. Bonjour, c'est David. Pour savoir combien d'air il y a dans cette pièce, il faudrait d'abord... je crois que vous avez dit qu'il y avait 1 kilogramme par litre... non. Par mètre cube. Par mètre cube, excusez-moi. Oui. Alors en fait, il y a d'autres méthodes, mais celle qui paraît la plus simple pour moi serait d'abord de prendre un talon, on va dire par exemple
on va prendre, je sais pas moi, un monsieur Xavier, excusez-moi, hein, mais Je vous en prie. enfin c'est un étalon connu. Enfin, faudrait connaître votre taille. Et après, on dirait combien de Xavier il fait en hauteur, combien de Xavier il ferait. Enfin, si vous étiez allongé sur le sol, tout au long, en longueur et largeur. On va procéder à l'expérience tout de suite. Allez-y, Xavier Marlin-Jass, allongez-vous par terre. Non. Excusez-moi. Mais bon, sinon, à l'œil, je pense que ça ferait à peu près... non, on va utiliser un autre exemple, là. Non, pourquoi pas. Non, mais en même temps, vous êtes assis, donc ça ne compte pas trop. On va peut-être utiliser ces gros panneaux écrits France Culture, je crois. Est-ce que vous savez combien c'est La taille, alors j'en ai strictement aucune idée. Ah, alors là, ça devient plus difficile. Mais bon, si on devait prendre, par exemple, un moi-même, alors un moi-même, si je devais juger, je pense que la hauteur de cette salle ferait à peu près 4 moi-même. Et donc, en longueur, ça ferait peut-être bien 6 moi-même. Et je mets un peu au hasard, mais bon. Sinon, en largeur, ça ferait... Voilà, en fait, ici, ce n'est pas un prisme droit, donc c'est un peu compliqué en plus. Non, mais ce que vous faites, c'est super. C'est bien. C'est vraiment comme ça qu'il faut le prendre, c'est de se dire, effectivement, c'est un truc, on sait pas trop, et donc on essaie de trouver une méthode, de se dire, il y a un étalon. Donc globalement, moi, à la louche, au début, j'ai estimé, comme vous, la hauteur une dizaine de mètres. J'ai marché le long de la pièce, je pense qu'elle fait 20 mètres sur la base. Donc allez, on va dire 10 mètres sur 10 mètres sur 10 mètres, ça fait 1000 mètres cubes. Et puis c'est 20 mètres, c'est pas 10, donc ça fait 2000 mètres cubes. Ça veut dire que dans cette pièce, il y a 2 tonnes d'air. Voilà. Et 2 tonnes d'air, et ben c'est presque ce qu'il faut pour soulever le truc de Baumgartner. Donc le ballon de Baumgartner, au début, il avait à peu près la taille de cette pièce. Alors, vraiment, bravo et félicitations, encouragement pour votre camarade qui a même si je n'ai même pas encore fait les calculs, mais bon. Ouais, mais voilà, vous vous posez la question de qu'est-ce que vous pouvez faire pour réviser, et ben vous entraînez à faire ce genre de choses. Parce que ça, vous aurez à le faire à l'épreuve du bac. Vous avez vu que là, vous savez comment faire. Bah, c'est pas le tout de savoir comment faire, c'est de pouvoir le faire vite, etc. Donc vous allez au supermarché, vous essayez d'estimer combien il y a de boîtes de conserve dans ce truc-là, voilà. Et ça va beaucoup vous aider pour le truc du bac. Alors un point intéressant sur ça, je rajoute par rapport à l'épreuve de bac, c'est que c'est la poussée d'Archimède qui fait monter le ballon, mais là on a un ballon qui va monter à 40 km de haut. Et à 40 km de haut, de l'air, il y en a plus beaucoup, puisqu'on dit que l'épaisseur de l'atmosphère, c'est une dizaine de kilomètres. Et donc, si je prends un ballon standard, comme un ballon dirigeable, et qui s'élève, il va s'élever petit à petit, et puis arriver à un moment donné, il y a la masse de l'air qui diminue, la poussée d'Archimède qui diminue, puis le ballon, il peut plus monter. Et donc, pour cette raison, les ballons stratosphériques, c'est des ballons qui sont pas gonflés totalement. Et donc, au fur et à mesure qu'ils montent, comme la pression diminue, la pression, le ballon va gonfler de plus en plus. Et en fait, on a des ballons qui peuvent augmenter de taille pratiquement d'un facteur 100 ou 1000 en volume entre le moment où ils décollent et le sommet, pour arriver à des volumes qui sont, alors là, celui qu'on avait là, c'était plusieurs centaines de milliers de mètres cubes, et donc c'est des ballons qui sont vraiment considérables. Alors on va passer, parce qu'il nous reste pas énormément de temps aussi, ça c'était pour dégrossir un peu ce premier exercice, au deuxième exercice qui est une synthèse de documents, puisque la méthodologie n'est évidemment pas tout à fait la même. C'est sur le projet Ampacity, qui est le plus long câble supraconducteur au monde. Même question, pourquoi est-ce que vous estimez que ce sujet est un exercice type en quelque sorte? Ça, c'est un sujet donc de spécialité. Xavier Marlin-Jass. Sujet de spécialité. Et donc, c'est un sujet où effectivement, on a un ensemble de données et on a donc à répondre à une question qui est estimer la durée qu'un câble traditionnel mettrait pour commencer à fondre s'il était parcouru par un courant électrique de même intensité que celui parcourant le câble supraconducteur. Donc, c'est donc une question très simple, question, voilà, et des documents. Et donc il faut mettre en ordre ses pensées pour construire les différentes étapes. Donc déterminer la masse du câble, déterminer l'énergie, la variation d'énergie interne du conducteur en cuivre, pour déterminer en fait ensuite déterminer aussi la valeur de la résistance du câble, déterminer l'intensité du courant qui le parcourt, etc. Et donc pouvoir savoir répondre à cette question donc de la durée nécessaire pour
que le câble fonde. Il y a ici en fait quelque chose d'assez classique en fait dans la démarche scientifique qui est voilà, j'ai des données, de quoi est-ce que j'ai besoin pour arriver à ma conclusion. Il faut faire des schémas, il faut essayer aussi de comprendre au vu des données qui nous sont données, et bien effectivement il y a quand même un guide dans ces données-là, parce que voilà, il y a quand même quand on nous donne puissance et tension, voilà, on sait qu'il y a de l'intensité qui va rôder dans les parages. Voilà. La question, d'abord, on vient de me donner une information. Le studio fait 4000 mètres cubes, donc c'est le double de ce que vous avez dit tout à l'heure. Ouais, voilà. je suis assez content d'avoir avec aucune information et rien du tout. Voilà. C'était pas mal. Non, une question. Comment est-ce qu'on construit un plan sur ce type de sujet en fait? Parce que la question, c'est ce la genre question, de sujet. Moi, je reprends ça en première année avec les étudiants que j'ai en licence première année. Et en gros, ce sur quoi on insiste, c'est que il y a une première phase qui est essentielle, qui est donc on fait un schéma. 2, c'est de faire une liste des grandeurs physiques qui vont intervenir. Et à chacune de ces grandeurs, on leur donne un symbole. C'est-à-dire que quelque chose dont on s'aperçoit pas quand on fait un exercice de physique, c'est que le prof a appelé la vitesse V, il a appelé l'altitude Z, etc. Dans cet exercice-là, en fait, rien n'est appelé puisque tout est dit avec des mots. Et donc, le premier travail de l'élève, avant même de commencer à chercher à réfléchir, c'est déjà de se dire quelles sont les grandeurs physiques qui vont pouvoir être importantes. Ces grandeurs-là, je leur donne un symbole, et puis j'essaie de donner un symbole avec une lettre et puis un petit indice. Et maintenant que j'ai ces grandeurs, j'essaie de regarder si elles sont, si leur valeur, ça m'est donné dans l'énoncé ou pas. Voilà. Et déjà, rien qu'avec ça c'est quelque chose que tout le monde peut faire, même si on n'a pas d'idée. Donc déjà, si dans l'exercice vous avez déjà fait tout ça, ça vous fera des points à la correction, parce que vous aurez été constructif. Et ensuite, ce que je constate avec les étudiants universitaires, c'est que des étudiants qui n'avaient pas d'idée sur comment faire, une fois qu'ils ont fait une liste des grandeurs, qu'ils ont commencé à mettre ces symboles, etc., le fait d'avoir les symboles, ça donne une idée des formules du cours qu'on va pouvoir utiliser. Ça permet de commencer à réfléchir et d'avoir des idées. Ça, donc je reviens, ça c'est pour commencer effectivement à structurer. Le plan, il faut que ce soit un plan traditionnel, il y a un plan, un modèle unique, et comment est-ce qu'on arrive à structurer finalement son raisonnement pour le développer de manière à la fois claire et en même temps succincte, puisqu'il faut se rappeler qu'il faut pas faire non plus produire 8 pages sur ce type d'exercice, que c'est beaucoup trop. Comment faire pour organiser cette réflexion, Xavier Marie-Langeas? Alors là, c'est vrai qu'il y a besoin d'avoir une petite progressivité, donc il faut, alors on va pas faire grand 1, grand 2, grand 3, mais au fur et à mesure, on a différentes choses à calculer pour pouvoir arriver au résultat, donc il faut qu'on les calcule, que ça apparaisse clairement en fait au niveau de la copie. D'un côté, on va calculer la masse du câble, la variation d'énergie interne. On a besoin de la masse du câble pour la variation d'énergie interne, donc du coup, il faut qu'on les calcule avant, bien évidemment, mais il faut que ces choses-là apparaissent de façon assez disons que quand le correcteur regarde la copie, eh bien, il voit les différentes étapes apparaître. Et si il y a une étape qui manque, eh ben, on n'a pas 0 quand même, parce que on a quand même fait des étapes, et puis par exemple, on n'a pas réussi à calculer la résistance. Bon, ce serait difficile parce que la formule est donnée, mais bon, et donc là, c'est possible, tout est possible. Donc, on a cette étape-là qui n'est pas faite. Ça n'empêche pas qu'on peut continuer d'essayer de faire la suite, et puis voilà, on peut pas remplacer par la valeur numérique, mais on peut quand même marquer les valeurs. Jean-Michel Courty. L'idée, c'est que avant même de faire la solution, on peut donner la stratégie. C'est-à-dire là de dire, et éventuellement cette stratégie, on peut l'exprimer à rebours. C'est-à-dire oui. Pour savoir l'élévation de température, pour savoir la durée qu'il faut pour que ça fonde, ça veut dire qu'il faut que je détermine l'énergie nécessaire à faire fondre. Pour savoir l'énergie nécessaire à faire fondre, il faut que je connaisse la masse du cuivre. Et donc en fait, ça veut dire, il y a une étape qui consistera à faire la masse du cuivre. Il y a une étape qui consistera à déterminer la puissance. Donc on découpe le problème en problèmes plus simples. Pour conclure, il nous reste quelques minutes. Une question de l'un des professeurs, de Raphaël Giromini, qui est professeur de maths. Bonjour. Oui, bonjour. Sur la méthode que vous indiquez, il n'y a pas un danger une fois qu'on a voulu absolument tout nommer et utiliser toutes les données du programme, justement à utiliser l'ensemble des informations qui sont fournies
et du coup de se perdre un peu dans des calculs ou vouloir absolument appliquer en se disant ah oui alors j'ai l'intensité, j'ai la tension, bah tiens si je calculais la résistance ou autre chose, et tout d'un coup se perdre dans une série de calculs en perdant l'objectif de ce type de problème. C'est pas tout nommé. Et après, l'idée, c'est plutôt de se reposer les questions, comme je l'ai dit, de faire les sous-problèmes. Mais ce que je constate avec les élèves, soit il y a ceux qui n'ont pas d'idée, qui ont copie blanche, et à ce moment-là, ça permet de commencer à rentrer et à faire des choses. Donc pour cela, plutôt que d'avoir copie blanche, faut le faire, même si effectivement il y a ces risques-là. Et le souci de ceux qui font pas ça, c'est que ils partent dans toutes les directions sans avoir d'idée de. Donc le fait de faire ça, c'est un moyen de ne pas commencer à réfléchir tout de suite, de manière à ce que les idées se mettent en place dans la tête. Il nous reste juste quelques minutes. Une toute dernière question. Bonjour mademoiselle. Bonjour Lisa. Bonjour Lisa. C'était pour savoir, pour le choix justement de la spécialité, si on devait forcément choisir par rapport à nos résultats ou si on pouvait plutôt s'orienter par rapport à nos intérêts. Vos envies. Ah, vaste question, Xavier Merliangès. Vaste question. Eh bien, bon. Moi j'aurais tendance à dire les deux mots général. Les deux mots général, oui. Mais il faut quand même compter sur les coefficients. Il faut regarder un petit peu. Ça vous empêchera pas de faire. Vous faites n'importe quelle spécialité en terminale, vous pouvez faire ce que vous voudrez après le bac. Voilà. Pensez qu'il faut avoir le bac, avec le plus de points possible. Et puis bon, si vous êtes meilleur ici ou là. Après, si il n'y a pas de grande différence, faites évidemment selon votre affinité et choisissez bien sûr la physique. Pour conclure, un dernier conseil, le conseil ultime pour finir, pour bien préparer dans ce mois, avant les épreuves, l'épreuve de physique-chimie, quel serait ce conseil, Jean-Michel Courty ? J'aurais tendance à dire, lisez de la physique. Quelqu'un qui fait de la musique, il va au concert, qu'un sportif, il va regarder les pros. Pour la physique, lisez de la physique, des biographies de physiciens, des articles de vulgarisation, des revues, etc. La presse scientifique ? La presse scientifique. Regardez des documentaires de physique. Voilà. Imprégnez-vous de physique de manière à être dans l'ambiance. Et comme tous les sujets aujourd'hui maintenant, c'est des choses qui sont dans l'actu, etc. Ça veut dire que ça vous met dans le bon état d'esprit par rapport à ce qui va tomber. Et en même temps, vous n'êtes pas scotché, collé au programme, donc c'est plus cool. Xavier Merliangès. Et puis aller au musée des arts et métiers, aller au Palais de la Découverte, aller à la Cité des Sciences, aller au muséum, aller écouter la méthode scientifique. Écouter la méthode scientifique, bien sûr, et aller rencontrer lors de la fête de la science des scientifiques, de voir que les gens ne sont loin d'être tristes derrière le bac, etc. Voilà, ça peut aussi motiver, pour bien travailler durant cette année-là. Une question aussi qui se pose souvent, est-ce que en dehors du cours, en dehors effectivement de cette curiosité scientifique un peu plus vaste, c'est nécessaire aujourd'hui d'aller compléter par des sites internet, par des youtubeurs qui font de la vulgarisation. Tout ça contribue de la même façon, ou est-ce que c'est peut-être un peu se disperser quand il faudrait au contraire se concentrer ? En quelques mots, Xavier Merliangès. La première règle, c'est on écoute en cours. On suit bien en cours et avec ça déjà on réussit pas mal. Et puis après bien sûr il y a de la vulgarisation sur YouTube qui est tout à fait intéressante. Merci beaucoup pour ces conseils, merci beaucoup Xavier Merliangès, merci Jean-Michel Courty. On peut retrouver vos chroniques dans En avant la physique aux éditions Belin, des chroniques qui sortent du magazine Pour la Science. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Je vous rappelle que vous pouvez évidemment podcaster cette émission si vous voulez réviser chez vous. Si vous en avez raté des bouts, vous pouvez podcaster les mathématiques et puis vous pouvez écouter demain la mission consacrée au SVT et jeudi l'émission consacrée aux sciences de l'ingénieur en direct, et puis sur le site franceculture.fr avec une grosse page qui est consacrée justement à toute cette semaine de révision de l'histoire, de la philo et du français. Merci donc à toute l'équipe de la méthode scientifique, Céline Lausanne, Ève Etienne, Antoine Beauchamp, Noémie Neguet de Saint-Vulfranc, Mathieu Lefrançois, Elisabeth Miro à la réalisation, Jean-Michel Bernot à la technique. Demain, on ne lâche rien, on continue à réviser d'arrache-pied les sciences de la vie et de la terre avec David Guilherme qui est inspecteur d'académie et Léo Grasset précisément qui est de la chaîne YouTube Dirty Biology. Vous aurez même droit à une révision express en immunologie et en géologie sur la croûte terrestre. Donc tout de suite, on retrouve la série documentaire. Nous on se retrouve comme chaque jour demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.